Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, que tout se passe bien pour vous. Le format, comme d'habitude, ça sera, donc je vais parler, s'il y a des questions, par le chat et j'essaierai de répondre en direct. Si quelqu'un peut me confirmer que tout est bon au niveau son et image, on va attaquer. Je vois qu'il y a du monde. Merci Manuel. Donc, du coup, ce webinaire, alors, on va parler d'un sujet, alors je vais, comment dire? C'est un sujet qui a déjà été un peu évoqué à un atelier il y a 2 ans maintenant, parce que c'est pas forcément une nouveauté, c'est quelque chose qui avait été présenté par Autodesk. Mais voilà, l'idée c'était d'un peu en plus en parler pour dire ce qui était faisable, pas faisable. Et puis voilà, ce qu'on peut en tirer. Alors, je rappelle comme à chaque fois, tout ce qu'on fait, vous pouvez le retrouver soit sur le blog, soit sur le webcast, en sachant que les blogs sont sur une chaîne YouTube, donc c'est possible aussi. Les articles, pardon, sont sur une chaîne YouTube, les articles, les webinaires, j'y arrivé. Les webinaires, on avance tout doucement vers la fin d'année. Le dernier sur les Cool FM, c'était moi. Là, je vais faire la partie assemblage. Et j'avoue que septembre, c'est loin, donc je sais plus qui fait remplissage, compactage. Donc voilà, c'était une idée du départ en début d'année. Je reviens un peu sur ça, s'il y a des remarques sur des webinaires, des choses, tiens, moi j'aimerais bien savoir pour faire ça. Est-ce que c'est faisable ou non en webinaire? C'est toujours possible de proposer. Et nous, on a des idées, vous en aurez sûrement d'autres et sûrement plus intelligentes. Donc, voilà. Le club utilisateur, alors je l'ai gardé même s'il a déjà lieu. Je vous remercie tous d'ailleurs pour votre présence, pour votre participation, enfin voilà, plein de choses. On est déjà en train de penser à l'année prochaine, de voir comment on organise, qui, quoi, qu'est-ce, voilà. Donc vous serez peut-être contacté pour dire, au fait, est-ce que ça vous intéresse de... Parce que voilà, plus tôt on sait, plus tôt on axe. Et donc, si on attaque un peu plus ce webinaire. Alors, comme le disait le sujet, c'était sur l'analyse des déformations, donc les nouveaux outils pour l'analyse des déformations. Et en fait, pour moi, j'en ai listé 3, assemblage, déformation normale, et alors, nouveau, c'est pas vraiment un nouvel outil, export de la déformation, mais c'est toujours utilisable parce qu'au final, le lien fusion-molflow, il est toujours existant. Pour beaucoup, maintenant, vous avez accès à Fusion, ça peut aussi être un moyen d'analyser ça. Donc je l'ai juste mis, ouais, il y aura 2-3 slides, pas plus, parce que c'est pas le but premier, mais ça fait partie des outils finalement autres qu'on peut utiliser. Je suis pas parti non plus sur les outils externes. Il y a des outils de métrologie qui existent sur lesquels finalement l'export des informations, on peut l'exporter en STL, et en fait on posterait tout ça sur un outil autre. Là, on va vraiment rester sur la partie Molflow à proprement parler. Et voilà, pareil ça. Pourquoi les outils ils ont évolué? Parce que bah, finalement, les attentes aussi ont évolué. Il y a pas mal de choses qui ont
qui ont pris de l'essor. Et en termes de métrologie, là où finalement avant on se contentait de poser une pièce sur la table, maintenant en fait on a vite accès à un scan 3D, à une mesure beaucoup plus concrète de la pièce, et au final on essaye de comprendre des analyses de déformation alors que finalement la méthode d'analyse de la déformation a changé. Donc l'idée en fait c'est que le logiciel puisse aussi s'adapter et qu'on puisse finalement faire quelque chose d'à peu près similaire. Et donc l'analyse d'assemblage, alors je reprends un vieux slide qui avait été proposé à l'époque, c'était pour des pièces qui sont un peu justement souples ou grandes, en fait on va pas forcément les analyser à l'état libre. On va les analyser sur un outil de montage, un gabarit, qui va permettre de voir le comportement de la pièce dans le cadre de l'utilisation de cette pièce. On va venir poser la pièce, on va regarder ça comme ça, et on va dire, voilà, ma pièce, elle est bloquée comme ça. Historiquement, on pouvait en partie faire des choses en utilisant tout ce qui était plan d'ancrage et éventuellement contraintes de déformation. Mais dans tous les cas, finalement, ça avait un peu un côté biaisé parce que le plan d'ancrage réaffichait juste la déformation calculée par rapport à un nouveau référentiel. Et les analyses de blocage, en fait, on considérait que la pièce, elle était bloquée dans l'outillage. Donc en fait, le retrait était bloqué aussi dans la zone, et du coup, ça faussait un peu le calcul. Là, dans ce cas-là, en fait, il y a des choses qui vont se faire au moment de l'analyse de déformation, et en fait, on va venir comprimer en quelque sorte la pièce pour récupérer ça. Alors ça, c'est un truc que j'avais récupéré, c'est Hervé qui avait fait ça, et moi je trouve que c'était pertinent. C'est que si on a une pièce qui fait 100 mm de longueur, entre deux points de fixation, on va en fait utiliser un design moule qui va intégrer le retrait. 2% dans ce cas-là, on va dire. Donc ma cote entre les deux points de fixation, ça sera 102. Quand on va injecter la pièce, pour X raisons, un compactage plus fort, une température plus élevée, des fibres, enfin peu importe, plein de critères. En fait, si on se retrouve avec une pièce dont l'anthrax entre les deux points de fixation fait que 100,5, en fait, on va essayer de faire entrer cette pièce de 100,5 dans quelque chose qui fait 100. Et donc forcément, en fait, ça crée la déformation. Donc ce qui fait que on va en fait se retrouver avec une pièce voilée, déformée par rapport à ça. Et donc l'idée en fait de cette analyse d'assemblage, c'est justement de prendre en compte cette notion de flexion forcée. Le modèle à simuler du coup, ça sera alors 102. Là en fait, dans ce cas-là, on va pouvoir un peu filouter ça. Vous allez voir. Donc je vais devoir définir où ma pièce sera bloquée, donc comment elle sera bloquée. Donc ça se fait alors comme un blocage normal, contrainte. On aura contrainte générale, contrainte fixe, en fonction de ce que vous souhaitez faire, tout bloquer, laisser libre, donner des degrés de liberté en fonction des zones. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de contraintes de blocage que vous voulez. Après, pour que le calcul fonctionne, il faut forcément que vous bloquiez un certain nombre de degrés de liberté. J'aurai un exemple après pour montrer justement ce qui est faisable en quelque sorte, mais justement la limite que ça va entraîner aussi. Et donc, bien faire attention, les contraintes, définir sous une analyse de gauchissement. Ce n'est pas du tout le menu par défaut qui est sur analyse de contraintes. Et donc, analyse de gauchissement, alors ça va avoir un double rôle. Parce que l'analyse de gauchissement, historiquement, ça a toujours existé, mais c'est ce que je disais au départ, c'est en fait, on va dire, je bloque la déformation dans cette zone-là. Sauf que là, c'est là où le deuxième menu apparaît, on va en fait définir qu'on fait une analyse d'assemblage en définissant que entre ces positions-là, on va intégrer finalement une valeur de retrait. On ne peut pas faire le calcul sans ça. Donc on ne peut pas juste dire je coche l'action, mais débrouille-toi. Non, vous êtes obligé de l'imposer. Alors il y a plusieurs moyens de l'imposer. Le plus simple, c'est d'utiliser s'il y a les données matière, en disant j'ai autant de retraits, je regarde. Si vous n'avez pas, il y a un moyen qui peut être tout bête, c'est de faire un premier calcul de déformation sans rien. Vous regardez avec l'outil de compensation de retrait comment ça se passe, donc la valeur que vous obtenez. Vous faites alors en principe, vous devez pouvoir faire une moyenne plutôt facilement, alors sauf si c'est des matières fibrées, et dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus hasardeux. Et après, en fait, vous pouvez dire, voilà, ok, je prends cette valeur-là, et je considère cette valeur-là en tant que retrait moyen sur la pièce.
Ou alors, plus simplement, ce que vous mettrez vous en réalité. Donc en fait, il y a toujours possibilité de renseigner ce champ sans trop de complexité. Une fois que vous avez fait ça, et c'est là où alors c'est rigolo, c'est que vous vous retrouvez avec beaucoup plus de résultats. Parce que pour chaque... Alors là, je suis dans le cas où j'ai demandé donc contre-analyse d'assemblage, cause de gauchissement. Et donc, je me retrouve avec mes résultats déformation normale, déformation liée au refroidissement, déformation liée à la contrainte, retrait, déformation sans rien du tout. C'est-à-dire qu'il peut vous proposer de voir finalement comment serait la pièce sans déformation. Enfin, sans les contraintes, pardon, sans blocage. Et justement, à la fin, il vous propose aussi l'erreur par rapport à la conception de la pièce. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez quand même voir au final, par rapport à mon exemple ici, comment serait la pièce si j'avais eu que 100,5. Donc ça vous permet de voir finalement comment ça se comporte. Et la flexion forcée, la petite flèche qu'on voit ici, en fait, on peut aussi le retrouver en résultat. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut en fait se dire qu'est-ce qui fait quoi comme déformation et qu'est-ce qui est généré par quoi. On peut voir ici que justement le fait de faire l'analyse d'assemblage, alors l'assemblage je l'ai fait comme je l'avais un peu avant avec des blocages ici sur les fûts intérieurs, on peut voir que la déformation du coup change totalement. Que dans ce cas-là, les zones qui sont déformées sont plus forcément les mêmes. Parce que justement, le fait de venir fixer cette zone-là va faire que cette partie-là va avoir tendance à remonter. En fait, c'est potentiellement, je suis sur une flexion forcée. C'est ce qu'on va voir du coup ici, c'est on peut voir la déformation normale, la déformation forcée, et finalement l'écart par rapport à la conception. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut en fait un peu plus comme ça analyser ce qui se passe en termes de déformation. Et est-ce que mon assemblage génère la déformation, ou au contraire, ça se passe bien et il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ce qu'on peut voir ici aussi. Maintenant, comme à chaque fois, alors j'ai tendance à être très précautionneux, je vous dis, faites attention, ça c'est dangereux, ça c'est pas bien, ça faut faire attention à ça aussi. Parce qu'au final, là, je suis dans un cas où je suis plutôt simple. J'ai tous les fûts de vissage, je sais comment ça va être tenu. La pièce, en fait, me laisse penser, me laisse entendre que ça sera mesuré comme ça. Je peux y arriver facilement. Maintenant, je suis dans un cas où je ne sais pas forcément. Et on voit que j'ai fait 3 exemples. La même pièce, blocage très léger, un seul point. Donc j'ai bien bloqué les 9 degrés de liberté, donc translation, rotation, dans les 3 axes. 2 points pour lesquels du coup je peux faire sauter un blocage suivant une direction pour chaque zone, et le cas initial. Et on voit que la déformation entre les 3 n'est pas la même. Donc ça sera à faire attention, c'est que forcément, en fonction de comment ça sera mesuré en réalité, il faudra vous rapprocher justement de la métrologie pour dire OK, c'est mesuré. Comment? Qu'est-ce que j'utilise comme point de fixation? Qu'est-ce que je peux définir comme ça? On en revient, alors c'est ce qu'on dit souvent quand on fait des formations sur la déformation, c'est la déformation, c'est bien, en sachant, à condition de savoir comment la pièce est mesurée. Par défaut, vous êtes libre. Si vous n'avez pas plus d'informations, restez sur du libre. Parce qu'en fait, là, si je bloque ma pièce, et que je bloque mal ma pièce, j'aurai un résultat. Il n'y aura pas de problème sur ne pas avoir de résultat. Je crois que, alors à une époque, ça, c'était vrai, mais je crois qu'ils ont corrigé des trucs et maintenant, finalement, même si on met un blocage, alors je crois que si je mets ça et que je mets juste blocage X, par exemple, translation, ça ne marchera pas. On me dira, je ne peux pas faire le calcul. Mais si j'ai suffisamment de degrés de liberté bloqués, il saura dire je fais ma déformation. Et ça reviendra un peu à faire un calcul, pour ceux qui ont connu, où on fait du best, pas du best fit, si du best fit, mais par rapport à une zone qui se déforme énormément. Et en fait, il va dire la pièce, la zone là se déforme pas, mais le reste de la pièce se déforme énormément. Donc, voilà. Donc bien faire attention à ça, parce que du coup, on pourra tout dire et rien dire. Donc sans savoir, à la limite, ne bloquez pas. Poser la question derrière, je peux aller plus loin et je peux regarder le blocage. Pareil, la valeur du retrait a son importance sans trop savoir. C'est pour ça que je disais, moi j'utilise souvent calculer des formations, je regarde ce qui me sort en termes de retrait, je pars sur ça.
Si, parce que voilà, c'est pas moi qui décide du retrait dans l'outillage. Si je sais qu'il y aura autant de pourcentage de retrait, parce que je connais la matière, je connais mon lisse, je connais plein de choses, je peux imposer. Mais sans savoir, voilà, je serais obligé de dire attention, mon retrait est de autant, j'ai mis ça et je regarde comme ça. Ça reviendra à faire un peu l'analyse de déformation avec la compensation de retrait. C'est je vais dire j'ai compensé le retrait à telle valeur et les résultats que je regarde sont les résultats avec cette compensation de retrait. Parce qu'au final, alors j'ai fait le même résultat, donc les mêmes pièces avec 1% de blocage, enfin 1% de retrait, c'est 0,6%. Donc avec les mêmes blocages. Et on voit que entre deux, donc en haut c'est à la iso-échelle, on n'a pas forcément les mêmes couleurs qui ressortent. En bas, on se dit, bah, c'est kiff-kiff, sauf que quand on regarde à l'échelle, j'ai 7 dixièmes en moins. Donc c'est moins vrai aussi. Donc c'est pour ça, c'est bien faire attention, on peut vraiment tout dire et rien dire. Et ça peut permettre, je reviens à ça, de mettre en évidence les déformations forcées. C'est que quand on va venir mesurer la déformation, on va forcer finalement une déformation et regarder ça comme ça. Est-ce que c'est tout bon sur cette partie assemblage? S'il y a des questions, je peux y répondre maintenant. Si on n'a pas, je continue et on fera une grosse session questions à la fin, si on a. A priori, je vois pas de questions arriver. On continue alors. Déformation normale. Alors, déformation normale, pareil, ça va être intégré parce que, alors c'était une demande client qui est en plus connecté. Quand on fait une analyse avec un scan laser, en fait, il définit juste un déplacement par rapport à une surface, en plus ou en moins. Là où finalement Mollflow, lui, il disait juste, ben, le déplacement par rapport à la surface, c'est d'autant et peu importe la direction. Donc du coup, on devait à la fois rendre compte direction et grandeur quand on faisait une comparaison avec un scan. Donc c'est pas toujours évident. Du coup, en fait, ils ont intégré ce résultat. Alors ils l'ont intégré de souvenir. Je pourrais remonter en arrière, mais ça fait un peu brouillon. Pour moi, c'est sur chaque composante maintenant. On va retrouver général X, Y, Z, normal. Et donc, pour analyser en fait une déformation normale par rapport à la surface, et en fait, il va juste dire ce point-là, il se déplace normal à la surface de autant, dans telle direction, en plus ou en moins par rapport. Donc, il sort par rapport à la surface vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Alors, on avait, pareil, j'ai récupéré un petit schéma qui l'explique bien, c'est qu'avant, on disait juste le déplacement est de autant. Peu importe la valeur, peu importe la direction. Donc, c'est ce qu'on trouve ici, les deux flèches. Valeur normale. Et après, en fait, si on devait commencer à regarder avec des directions, des valeurs positives, négatives, on devait partir en composante. Mais dès qu'on est sur une surface courbe, c'est pas simple. Donc au final, voilà, ça permettait de voir globalement le comportement, mais dès qu'on voulait aller un peu plus loin, plus compliqué. Du coup, le scan, en fait, il va fonctionner différemment. Il va dire cette surface-là, elles vont se déplacer dans telle direction ou telle direction. Donc la normale, si je reviens un petit peu en arrière, c'est les flèches violettes ici, et il va dire par rapport à la normale, ce côté-là se déplace en négatif, ce côté-là se déplace en positif. Donc il va dire, ben, je vais en fait te montrer comment ça se déplace et en fonction de la normale à la face. Donc ça rentre ou ça ressort. Le 0 restera toujours le même, c'est la zone qui est fixée, la zone qui sert de référence au calcul. Mais du coup, ça permettra de voir plus facilement comme ça comment ça se comporte. C'est-à-dire que le résultat en tant que forme de déformation ne changera pas forcément. Le résultat par rapport à la valeur changera. Et c'est là où alors faudra faire attention, c'est qu'on voit qu'ici la barre d'échelle elle va de 0 à 51 sur l'exemple, 52. Ici, je vais de moins 36 à 36. On dit ah, attends, mon amplitude c'est pas la bonne. Oui, mais c'est pas la même zone. Maintenant, si on regarde cette zone-là par exemple ici, on voit qu'on est à 35 mm. Si on regarde ici, on n'est pas très très loin.
Donc on a bien en fait cette notion de forme de déformation qui est là et qui analyse comment ça se déforme. Par contre, ça veut aussi dire que si on doit comparer brut les résultats, il faut faire attention aussi parce que derrière, ici par exemple, je suis pas mauvais, mais en fait dès que je vais partir sur des surfaces un peu courbes, il va dire: «Ah, ça va être moins vrai». Parce que derrière, je vais avoir des zones où ici 0,53, 0,57, ici on voit que j'ai pas du tout le même code couleur, 0,21. 0, ouais, je suis plus sur du 0 quelque chose, 0,95, voilà. Là où finalement ici j'ai 0,18. Donc faire attention à ça, faut pas comparer brut le résultat parce qu'on se retrouve avec des choses qui diront: «C'est pas la même chose». Donc bien pareil que l'assemblage, bien prendre ça avec des pincettes en disant: «Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'analyse?» Alors après l'export de la déformation, on le rappelle, alors même si ça existe depuis longtemps maintenant, parce qu'au final on a toujours pu exporter en déformation. On peut exporter depuis quelques années en STEP. Je sais que j'ai eu l'occasion d'en reparler avec des clients, au moment du club. Heu, Bien faire attention, donc on peut exporter sous plein de formats, ASCII STL, Binary STL, donc forcément du maillage, fichier modèle UDM, fichier CAO, C1 STEP ou un fichier SAT. Exporter des formations réelles ou contre-déformées, en intégrant ou non dans le facteur d'échelle la valeur de retrait. Donc on peut en fait faire pas mal de choses. Pour que ça marche, fichier CAO, vérifiez bien qu'il y a bien un fichier CAO dans le modèle. Ça peut arriver qu'il fasse sauter le fichier CAO tout seul. En fait, il suffit d'un plantage de l'étude et ça arrive de temps en temps que le fichier CAO disparaisse. On peut très bien rajouter ce fichier CAO après. Ça impliquera, comme vous modifiez l'étude, de relancer le calcul, mais ça peut permettre de réexporter le modèle. Donc le maillage, alors j'avais eu la question il y a quelques années, le maillage et le fichier CAO sont pas liés. C'est-à-dire qu'on peut très bien intégrer un maillage dans Molflow, intégrer le fichier CAO dans Molflow. À partir du moment où ils se superposent, il saura dire: «Voilà, je sais déformer telle zone». Ça peut ne pas marcher. Ça peut, en fait, mettre une erreur parce que, ben, il y a trop de zones compliquées à déformer, parce qu'il y a une déformation trop importante, parce que, du coup, il est pas capable de recréer le fichier en CAO. Et en fait, ça permettra de recréer, finalement, un fichier CAO et d'utiliser ça, alors, dans Fusion, entre autres, pour comparer avec la pièce réelle. Donc ça peut permettre aussi d'analyser comme ça les déformations plus facilement. C'est qu'on pourra mesurer des concentricités, des coaxialités, choses qui sont pas toujours évidentes à faire en Molflow. Donc tout ce qui est un peu analyse, de zones complexes, je sais qu'il y avait cette partie-là, par exemple, sur des évolutions de rayons, de diamètre. Le fait d'exporter ça en CAO, ça permettait en fait de le recalculer plus facilement. C'est quelque chose qu'avait présenté Hervé en 2024 à un atelier. Donc on peut en fait venir mesurer plus facilement certaines zones. Et tout ce qui sera, ouais, fonction un peu, particulière. Molfo en fait réussira à sortir des choses sur la planité et l'ovalisation, mais tout ce qui sera, ouais, coaxialité, écart, alors la normale finalement ça se corrige un peu avec les évolutions. Il y a des choses où, voilà, ça sera pas toujours évident. Donc ça peut être un contournement possible, en sachant donc ça peut se faire en CAO, ça peut se faire en STL aussi plus bêtement. C'est qu'en nuage de points, ça peut permettre de traiter ça, différemment. Donc après, c'est dépendant de ce dont vous disposez comme outil. On parle de CAO, bah, parce que avec Molflow, vous avez accès à Fusion, mais voilà, ça peut être, autre chose. Et on arrive au bout de ce webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc je rappelle les questions, le petit panneau qui s'affichait. Pour moi, j'ai une partie questions, vous tapez dedans et puis j'essaye de répondre en direct si je peux, si j'ai la connaissance.
En plus, alors je profite, pendant s'il y en a qui tapent des questions. Comme vous avez pu voir, il y a aussi des choses qui sont prévues pour varier sur la déformation. Là, il y avait les effets de coin qui avaient été représentés en 3D. Il y aura il y a la viscoélasticité. Moi, j'avais demandé à Mia de faire cette présentation il y a un an déjà. Et ça n'avait pas pu se faire. J'étais content qu'elle puisse la faire cette année parce que pour le coup, c'est le genre de questions qu'on a assez souvent. C'est est-ce qu'on peut intégrer l'évolution du temps ou de la température sur la déformation. La viscoélasticité le permet, donc c'est faisable et puis ça donne des choses qui sont intéressantes. Je dis bien intéressantes parce qu'on voit des choses. Après, de toute façon, c'est toujours pareil, ça demande des confirmations, des validations. S'il y a des points sur lesquels vous voulez avancer sur ce sujet, vous pouvez très bien vous inscrire au programme Scandium et discuter directement avec les développeurs. Alors Franco, entre autres, que vous avez vu pour ceux qui étaient au club, ou le développeur directement de cette fonctionnalité-là. Donc c'est ce qui est bien aussi avec ces modules-là, c'est qu'on peut creuser un peu des sujets pointus en discutant directement avec les gens qui le développent. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Ah, si. Dans le cadre d'un calcul sous contrainte, si on paramètre. Alors, dans le cadre d'un calcul sous contrainte, si on paramètre une compensation de retrait en passant par le solver, avant calcul, on n'obtient pas les mêmes résultats en termes de cartographie qu'avec une compensation de retrait ajoutée après les calculs. Compensation de retrait ajoutée a posteriori sur un modèle contraint ne fonctionnait pas très bien sur Molflow précédente, je n'ai pas vérifié en version 26. Alors, si je me remets du début, compensation de retrait, donc on travaille avec une pièce cote moule. Alors, oui. Désolé, j'espère que ça n'a pas coupé le micro, parce que j'ai un collègue qui est très malin qui m'a appelé pendant la réunion. Donc, si je redis, le fait d'intégrer une compensation, un modèle compensé en CAO, donc dans Molflow, on travaille avec un modèle cote moule. Quand on sort des résultats, on n'a pas forcément la même chose qu'avec le résultat déformation et compensation de retrait. Oui, parce que la compensation de retrait, c'est plutôt un artifice. Et alors, c'est plutôt un artifice, donc il va essayer de compenser en moyenne. Et en plus, le best fit, il intervient derrière. J'ai déjà eu des questions comme ça, parce que j'ai eu un cas support il y a quelques semaines. Pour ceux qui sont au courant, il existait des résultats custom où on peut faire la même chose. On pouvait déjà faire ça. Donc créer un résultat en retirant le retrait, qui s'appelait DEFL W2. Si vous allez dans nouveaux résultats et résultats personnalisés, c'était faisable. Et pour le coup, la compensation et le DEFL ne donnent pas la même chose. À peu de choses près, mais au final, c'est plus une question d'ajustement et de best fit. Et oui, ça me surprendrait pas, parce que je pense que pour le coup, la compensation, il doit peut-être pas prendre le même repère. Ça serait à confirmer du coup. Alors, je vais répondre à confirmer en utilisant juste un nœud pour faire un best fit. BestFit, pour ceux qui ne connaissent pas, meilleur ajustement, c'est qu'est-ce qu'il utilise comme référence pour analyser sa déformation. Par défaut, c'est lui qui choisit. Et des fois, il choisit pas très bien. Ah, non, je parlais de l'option Shrinkage Allowance. Ouais, mais ça veut dire que... Alors, si j'ai bien compris, si c'est l'option Shrinkage Allowance, en fait, ça veut dire que le retrait l'a ajouté 2 fois au final, ce qui est pas bon. En fait, cette notion de compensation de retrait, elle doit intervenir sur une pièce code CAO ou pas code moule. Parce que finalement, code moule en... Ah oui, non. Non, non. On a la pièce qui est plus grande.
Ça donnait pas. Faudrait retester en 26 parce que ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur une correction. 26 ou 27. Il y avait, je pense, un truc. Et oui, mais alors, je commence à mieux comprendre. La compensation de retrait ajoutée a posteriori sur un modèle contraint ne fonctionnait pas très bien sur les versions précédentes. En fait, si on contraint sans faire l'analyse d'assemblage, c'est de la contrainte de déformation. En gros, on considère que la pièce est bloquée dans le moule et on prend ça comme ça. Ça me surprend à moitié que ça marchait pas très bien. Parce que je pense qu'il fait pas la même analyse. Et c'est là où finalement la case cochée shrinkage allouance, cette case-là, elle a tout son sens. Parce que pour moi, c'est là où on lui autorise à dire c'est les contraintes qui se déforment. Enfin, les contraintes, on applique aussi le retrait sur les contraintes. Et on pourra en reparler, mais pour moi, on fait pas le même calcul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai perdu du monde par contre d'un coup. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont en plus présentes et qui auront bientôt des formations. C'est bien, on pourra en reparler. Pas d'autres questions? Bref, la dernière fois, j'avais fait un truc un peu plus complexe. Oui, je pouvais comprendre la question. Non, enfin, pour conclure sur ces deux fonctions-là, je vais parler assemblage et déformation normale. Assemblage, bien faire attention à comment finalement, il faudra connaître un peu plus comment la pièce sera mesurée en réalité et est-ce que finalement, quand vous allez regarder, vous, la déformation, est-ce que la pièce sera pas finalement assemblée? J'ai eu la discussion hier soir avec un client d'une pièce où finalement, lui, ce qu'il importe, c'est une fois la pièce montée sur l'outil, enfin sur l'assemblage, on va dire, c'est l'ajustement par rapport aux contraintes et il me dit: «Oui, mais moi ma planité, en fait, je la regarde par rapport à ça. Donc peu importe ce qui sort de l'échelle, si ma pièce, elle sort plane derrière, ça me va» et au final, il y a des points de fixation. Donc là, du coup, ce matin, j'avais relancé un calcul en disant: «OK, ces points de fixation-là qui serviront à visser, si je les utilise et je les visse, bah, qu'est-ce que ça donne en déformation?» Donc ça implique quand même de connaître un peu plus ce qui se passe derrière et si vous connaissez pas, des fois, vaut mieux le dire: «C'est libre» et après on regardera comment ça évolue. Et pour la partie normale, ouais, c'est vraiment sur du scan. Ça permet de mieux comprendre un peu comment la déformation est par rapport à un scan. Et s'il n'y a pas de déformation, déformation non, pour l'instant déformation on n'aura pas. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, bon week-end, faites attention à vous avec la chaleur. Sortez pas trop, ou au moins sortez avec des casquettes, et puis faites attention. Bonne journée, bon week-end. À bientôt, au revoir.